Il faut du vin aux hommes et de l'eau aux chevaux. Il était arrivé 4 nouveaux voyageurs. Cosette songeait tristement, car quoiqu'elle n'eût que 8 ans, elle avait déjà tant souffert qu'elle rêvait avec l'air lugubre d'une vieille femme. Elle avait la paupière noire d'un coup de poing que la Thénardier lui avait donné, ce qui faisait dire de temps en temps à la Thénardier: est-elle laide avec son pochon sur l'œil? Cosette pensait donc qu'il était nuit, très nuit, qu'il avait fallu remplir à l'improviste les pots et les carafes dans les chambres des voyageurs survenus, et qu'il n'y avait plus d'eau dans la fontaine. Ce qui la rassurait un peu, c'est qu'on ne buvait pas beaucoup d'eau dans la maison Thénardier. Il ne manquait pas là de gens qui avaient soif, mais c'était de cette soif qui s'adresse plus volontiers au broc qu'à la cruche. Qui eût demandé un verre d'eau parmi ces verres de vin eût semblé un sauvage à tous ces hommes. Il y eut pourtant un moment où l'enfant trembla. La Thénardier souleva le couvercle d'une casserole qui bouillait sur le fourneau, puis saisit un verre et s'approcha vivement de la fontaine. Elle tourna le robinet. L'enfant avait levé la tête et suivait tous ses mouvements. Un maigre filet d'eau coula du robinet et remplit le verre à moitié. Tiens, dit-elle, il n'y a plus d'eau? Puis elle eut un moment de silence. L'enfant ne respirait pas. Bah, reprit la Thénardier en examinant le verre à demi plein, il y en a assez comme cela. Cosette se remit à son travail, mais pendant plus d'un quart d'heure elle sentit son cœur sauter comme un flocon dans sa poitrine. Elle comptait les minutes qui s'écoulaient ainsi et eût bien voulu être au lendemain matin. De temps en temps, un des buveurs regardait dans la rue et s'exclamait: il fait noir comme dans un four, ou il faut être chat pour aller dans la rue sans lanterne à cette heure-ci. Et Cosette tressaillait. Tout à coup, un des marchands colporteurs logés dans l'auberge entra et dit d'une voix dure: on n'a pas donné à boire à mon cheval. Si fait vraiment? Dit la Thénardier. Je vous dis que non, la mère, reprit le marchand. Cosette était sortie de dessous la table. Oh si, monsieur, dit-elle, le cheval a bu, il a bu dans le seau, plein le seau, et même que c'est moi qui lui ai porté à boire, et je lui ai parlé. Cela n'était pas vrai. Cosette mentait. En voilà une qui est grosse comme le poing et qui ment gros comme la maison, s'écria le marchand. Je te dis qu'il n'a pas bu, petite drôlesse. Il a une manière de souffler quand il n'a pas bu que je connais bien. Cosette persista et ajouta d'une voix enrouée par l'angoisse et qu'on entendait à peine: Et même qu'il a bien bu. Allons, reprit le marchand avec colère, ce n'est pas tout ça, qu'on donne à boire à mon cheval et que cela finisse. Cosette rentra sous la table. Au fait, c'est juste, dit la Thénardier. Si cette bête n'a pas bu, il faut qu'elle boive. Puis, regardant autour d'elle: eh bien, où est donc cet autre? Elle se pencha et découvrit Cosette blottie à l'autre bout de la table, presque sous les pieds des buveurs. Vas-tu venir? Cria la Thénardier. Cosette sortit de l'espèce de trou où elle s'était cachée. La Thénardier reprit: mademoiselle Chien, faute de nom, va porter à boire à ce cheval. Mais, madame, dit Cosette faiblement, c'est qu'il n'y a pas d'eau. La Thénardier ouvrit toute grande la porte de la rue. Eh bien, va en chercher. Cosette baissa la tête et alla prendre un seau vide qui était au coin de la cheminée. Ce seau était plus grand qu'elle, et l'enfant aurait pu s'asseoir dedans et y tenir à l'aise. La Thénardier se remit à son fourneau et goûta avec une cuillère de bois ce qui était dans la casserole, tout en grommelant: il y en a à la source, ce n'est pas plus malin que ça. Je crois que j'aurais mieux fait de passer mes oignons. Puis elle fouilla dans un tiroir où il y avait des sous, du poivre et des échalotes. Tiens, mamselle Crapaud, ajouta-t-elle, en revenant tu prendras un gros pain chez le boulanger. Voilà une pièce de 15 sous. Cosette avait une petite poche de côté à son tablier. Elle prit la pièce sans dire un mot et la mit dans cette poche. Puis elle resta immobile, le seau à la main, la porte ouverte devant elle. Elle semblait attendre qu'on vînt à son secours.
Va donc cria la Thénardier. Cosette sortit. La porte se referma. Fin du chapitre 3 du livre 3e, enregistré par Ezoa en Belgique en juillet 2010. Chapitre 4 du livre 3e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 3e, accomplissement de la promesse faite à la mort, chapitre 4, entrée en scène d'une poupée. La file de boutiques en plein vent qui partait de l'église se développait, on s'en souvient, jusqu'à l'auberge Thénardier. Ces boutiques, à cause du passage prochain des bourgeois allant à la messe de minuit, étaient toutes illuminées de chandelles brûlant dans des entonnoirs de papier, ce qui, comme le disait le maître d'école de Montfermeil, attablé en ce moment chez Thénardier, faisait un effet magique. En revanche, on ne voyait pas une étoile au ciel. La dernière de ces baraques, établie précisément en face de la porte des Thénardier, était une boutique de bimbeloterie, toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang, et en avant, le marchand avait placé, sur un fond de serviette blanche, une immense poupée haute de près de 2 pieds, qui était vêtue d'une robe de crêpe rose avec des épis d'or sur la tête, et qui avait de vrais cheveux et des yeux en émail. Tout le jour, cette merveille avait été étalée à l'ébahissement des passants de moins de 10 ans, sans qu'il se fût trouvé à Montfermeil une mère assez riche, ou assez prodigue, pour la donner à son enfant. Éponine et Azelma avaient passé des heures à la contempler, et Cosette elle-même, furtivement il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où Cosette sortit, son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fut, elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée, vers la dame, comme elle l'appelait. La pauvre enfant s'arrêta pétrifiée. Elle n'avait pas encore vu cette poupée de près. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. C'était la joie, la splendeur, la richesse, le bonheur qui apparaissaient dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Cosette mesurait avec cette sagacité naïve et triste de l'enfance l'abîme qui la séparait de cette poupée. Elle se disait qu'il fallait être reine ou au moins princesse pour avoir une chose comme cela. Elle considérait cette belle robe rose, ces beaux cheveux lisses, et elle pensait « Comme elle doit être heureuse, cette poupée-là !» Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette boutique fantastique. Plus elle regardait, plus elle s'éblouissait. Elle croyait voir le paradis. Il y avait d'autres poupées derrière la grande, qui lui paraissaient des fées et des génies. Le marchand qui allait et venait au fond de sa baraque lui faisait un peu l'effet d'être le Père éternel. Dans cette adoration, elle oubliait tout, même la commission dont elle était chargée. Tout à coup, la voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité. « Comment, Péronnelle, tu n'es pas parti ? Attends, je vais à toi. Je vous demande un peu ce qu'elle fait là. Petit monstre, va !» La Thénardier avait jeté un coup d'œil dans la rue et aperçut Cosette en extase. Cosette s'enfuit, emportant son seau et faisant les plus grands pas qu'elle pouvait. Comme l'auberge Thénardier était dans cette partie du village qui est près de l'église, c'était à la source du bois du côté de Chelles que Cosette devait aller puiser de l'eau. Elle ne regarda plus un seul étalage de marchand. Tant qu'elle fut dans la ruelle du boulanger et dans les environs de l'église, les boutiques illuminées éclairaient le chemin. Mais bientôt, la dernière lueur de la dernière baraque disparut. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Elle s'y enfonça. Seulement, comme une certaine émotion la gagnait, tout en marchant, elle agitait le plus qu'elle pouvait l'anse du seau. Cela faisait un bruit qui lui tenait compagnie. Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Il n'y avait plus personne dans les rues. Pourtant, elle rencontra une femme qui se retourna en la voyant passer et qui resta immobile, marmottant entre ses lèvres « Mais où peut donc aller cet enfant ? Est-ce que c'est un enfant garou ?»
Puis la femme reconnut Cosette. Tiens, dit-elle, c'est l'Alouette. Cosette traversa ainsi le labyrinthe de rues tortueuses et désertes qui termine du côté de Chelles le village de Montfermeil. Tant qu'elle eut des maisons, et même seulement des murs des deux côtés de son chemin, elle alla assez hardiment. De temps en temps, elle voyait le rayonnement d'une chandelle à travers la fente d'un volet. C'était de la lumière et de la vie. Il y avait là des gens. Cela la rassurait. Cependant, à mesure qu'elle avançait, sa marche se ralentissait comme machinalement. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. Aller au-delà de la dernière boutique, cela avait été difficile. Aller plus loin que la dernière maison, cela devenait impossible. Elle posa le seau à terre, plongea sa main dans ses cheveux et se mit à se gratter lentement la tête, geste propre aux enfants terrifiés et indécis. Ce n'était plus Montfermeil, c'étaient les champs. L'espace noir et désert était devant elle. Elle regarda avec désespoir cette obscurité où il n'y avait plus personne, où il y avait des bêtes, où il y avait peut-être des revenants. Elle regarda bien, et elle entendit les bêtes qui marchaient dans l'herbe, et elle vit distinctement les revenants qui remuaient dans les arbres. Alors elle ressaisit le seau, la peur lui donna de l'audace. « Bah, dit-elle, je lui dirai qu'il n'y avait plus d'eau. » Et elle rentra résolument dans Montfermeil. À peine eut-elle fait 100 pas qu'elle s'arrêta encore et se remit à se gratter la tête. Maintenant, c'était la Thénardier qui lui apparaissait, la Thénardier hideuse avec sa bouche d'hyène et la colère flamboyante dans les yeux. L'enfant jeta un regard lamentable en avant et en arrière. Que faire? Que devenir? Où aller? Devant elle, le spectre de la Thénardier. Derrière elle, tous les fantômes de la nuit et des bois. Ce fut devant la Thénardier qu'elle recula. Elle reprit le chemin de la source et se mit à courir. Elle sortit du village en courant. Elle entra dans le bois en courant, ne regardant plus rien, n'écoutant plus rien. Elle n'arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua. Mais elle n'interrompit point sa marche. Elle allait devant elle, éperdue. Tout en courant, elle avait envie de pleurer. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Il n'y avait que 7 ou 8 minutes de la lisière du bois à la source. Cosette connaissait le chemin pour l'avoir fait bien souvent le jour. Chose étrange, elle ne se perdit pas. Un reste d'instinct la conduisait vaguement. Elle ne jetait cependant les yeux ni à droite ni à gauche, de crainte de voir des choses dans les branches et dans les broussailles. Elle arriva ainsi à la source. C'était une étroite cuve naturelle creusée par l'eau dans un sol glaiseux, profonde d'environ 2 pieds, entourée de mousse et de ces grandes herbes gaufrées qu'on appelle collerettes de Henri IV, et pavée de quelques grosses pierres. Un ruisseau s'en échappait avec un petit bruit tranquille. Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais elle avait l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche dans l'obscurité un jeune chêne incliné sur la source qui lui servait ordinairement de point d'appui, rencontra une branche, s'y suspendit, se pencha et plongea le seau dans l'eau. Elle était dans un moment si violent que ses forces étaient triplées. Pendant qu'elle était ainsi penchée, elle ne fit pas attention que la poche de son tablier se vidait dans la source. La pièce de 15 sous tomba dans l'eau. Cosette ne la vit ni ne l'entendit tomber. Elle retira le seau presque plein et le posa sur l'herbe. Cela fait, elle s'aperçut qu'elle était épuisée de lassitude. Elle eût bien voulu repartir tout de suite, mais l'effort de remplir le seau avait été tel qu'il lui fut impossible de faire un pas. Elle fut bien forcée de s'asseoir. Elle se laissa tomber sur l'herbe et y demeura accroupie. Elle ferma les yeux, puis elle les rouvrit, sans savoir pourquoi, mais ne pouvant faire autrement. À côté d'elle,
l'eau agitée dans le seau faisait des cercles qui ressemblaient à des serpents de feu blanc. Au-dessus de sa tête, le ciel était couvert de vastes nuages noirs qui étaient comme des pans de fumée. Le tragique masque de l'ombre semblait se pencher vaguement sur cet enfant. Jupiter se couchait dans les profondeurs. L'enfant regardait d'un œil égaré cette grosse étoile qu'elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. La planète, en effet, était en ce moment très près de l'horizon et traversait une épaisse couche de brume qui lui donnait une rougeur horrible. La brume, lugubrement empourprée, élargissait l'astre. On eût dit une plaie lumineuse. Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres. L'obscurité est vertigineuse. Il faut à l'homme de la clarté. Quiconque s'enfonce dans le contraire du jour se sent le cœur serré. Quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. Dans l'éclipse, dans la nuit, dans l'opacité fuligineuse, il y a de l'anxiété, même pour les plus forts. Nul ne marche seul la nuit dans la forêt sans tremblement. Ombres et arbres, deux épaisseurs redoutables. Une réalité chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. L'inconcevable s'ébauche à quelques pas de vous avec une netteté spectrale. On voit flotter dans l'espace ou dans son propre cerveau on ne sait quoi de vague et d'insaisissable comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l'horizon. On aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements obscurs, des touffes irritées, des flaques livides, le lugubre reflété dans le funèbre, l'immensité sépulcrale du silence, les êtres inconnus possibles, des penchements de branches mystérieux, d'effrayants torses d'arbres, de longues poignées d'herbes frémissantes, on est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le voisinage de l'angoisse. On éprouve quelque chose de hideux, comme si l'âme s'amalgamait à l'ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant. Les forêts sont des apocalypses, et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leur voûte monstrueuse. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette se sentait saisir par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. Elle frissonnait. Les expressions manquent pour dire ce qu'avait d'étrange ce frisson qui la glaçait jusqu'au fond du cœur. Son œil était devenu farouche. Elle croyait sentir qu'elle ne pourrait peut-être pas s'empêcher de revenir là, à la même heure, le lendemain. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à haute voix 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, et quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. La peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir. S'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Tel était l'effroi que lui inspirait la Thénardier qu'elle n'osa pas s'enfuir sans le seau d'eau.
Elle saisit l'anse à 2 mains. Elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une 12aine de pas. Mais le seau était plein, il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée comme une vieille. Le poids du seau tendait et raidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter, et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était un enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Et sans doute sa mère, hélas. Car il est des choses qui font ouvrir les yeux aux mortes dans leur tombeau. Elle soufflait avec une sorte de râlement douloureux. Des sanglots lui serraient la gorge, mais elle n'osait pas pleurer, tant elle avait peur de la Thénardier, même loin. C'était son habitude de se figurer toujours que la Thénardier était là. Cependant, elle ne pouvait pas faire beaucoup de chemin de la sorte, et elle allait bien lentement. Elle avait beau diminuer la durée des stations et marcher entre chaque le plus longtemps possible, elle pensait avec angoisse qu'il lui faudrait plus d'1 heure pour retourner ainsi à Montfermeil et que la Thénardier la battrait. Cette angoisse se mêlait à son épouvante d'être seule dans le bois la nuit. Elle était harassée de fatigue et n'était pas encore sortie de la forêt. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte, plus longue que les autres pour se bien reposer. Puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau et se remit à marcher courageusement. Cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier « Oh mon Dieu, mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Qui peut-être prouve l'intelligence de Boulatruelle. Dans l'après-midi de cette même journée de Noël 1823, un homme se promena assez longtemps dans la partie la plus déserte du boulevard de l'Hôpital à Paris. Cet homme avait l'air de quelqu'un qui cherche un logement et semblait s'arrêter de préférence aux plus modestes maisons de cette lisière délabrée du faubourg Saint-Marceau. On verra plus loin que cet homme avait en effet loué une chambre dans ce quartier isolé. Cet homme, dans son vêtement comme dans toute sa personne, réalisait le type de ce qu'on pourrait nommer le mendiant de bonne compagnie, l'extrême misère combinée avec l'extrême propreté. C'est là un mélange assez rare qui inspire aux cœurs intelligents ce double respect qu'on éprouve pour celui qui est très pauvre et pour celui qui est très digne. Il avait un chapeau rond fort vieux et fort brossé, une redingote râpée jusqu'à la corde en gros drap jaune d'ocre, couleur qui n'avait rien de trop bizarre à cette époque, un grand gilet à poches de forme séculaire, des culottes noires devenues grises aux genoux, des bas de laine noire et d'épais souliers à boucles de cuivre. On eût dit un ancien précepteur de bonne maison revenu de l'immigration. À ses cheveux tout blancs, à son front ridé, à ses lèvres livides, à son visage où tout respirait l'accablement et la lassitude de la vie, on lui eût supposé beaucoup plus de 60 ans. À sa démarche ferme, quoique lente, à la vigueur singulière empreinte dans tous ses mouvements, on lui en eût donné à peine 50. Les rides de son front étaient bien placées, et eussent prévenu en sa faveur quelqu'un qui l'eût observé avec attention. Sa lèvre se contractait avec un pli étrange, qui semblait sévère et qui était humble. Il y avait au fond de son regard on ne sait quelle sérénité lugubre.
Il portait de la main gauche un petit paquet noué dans un mouchoir. De la droite, il s'appuyait sur une espèce de bâton coupé dans une haie. Ce bâton avait été travaillé avec quelque soin et n'avait pas trop méchant air. On avait tiré parti des nœuds et on lui avait figuré un pommeau de corail avec de la cire rouge. C'était un gourdin et cela semblait une canne. Il y a peu de passants sur ce boulevard, surtout l'hiver. Cet homme, sans affectation pourtant, paraissait les éviter plutôt que les chercher. À cette époque, le roi Louis XVIII allait presque tous les jours à Choisy-le-Roi. C'était une de ses promenades favorites. Vers 2 heures, presque invariablement, on voyait la voiture et la cavalcade royale passer ventre à terre sur le boulevard de l'Hôpital. Cela tenait lieu de montre et d'horloge aux pauvresses du quartier, qui disaient « Il est 2 heures, le voilà qui s'en retourne aux Tuileries ». Et les uns accouraient et les autres se rangeaient, car un roi qui passe, c'est toujours un tumulte. Du reste, l'apparition et la disparition de Louis XVIII faisaient un certain effet dans les rues de Paris. Cela était rapide, mais majestueux. Ce roi impotent avait le goût du grand galop. Ne pouvant marcher, il voulait courir. Ce cul-de-jatte se fût fait volontiers traîner par l'éclair. Il passait, pacifique et sévère, au milieu des sabres nus. Sa berline massive, toute dorée, avec de grosses branches de lys peintes sur les panneaux, roulait bruyamment. À peine avait-on le temps d'y jeter un coup d'œil. On voyait dans l'angle du fond, à droite, sur des coussins capitonnés de satin blanc, une face large, ferme et vermeille, un front frais poudré à l'oiseau royal, un œil fier, dur et fin, un sourire de lettré, 2 grosses épaulettes à torsade flottante sur un habit bourgeois, la toison d'or, la croix de Saint-Louis, la croix de la Légion d'honneur, la plaque d'argent du Saint-Esprit, un gros ventre et un large cordon bleu. C'était le roi. Hors de Paris, il tenait son chapeau à plumes blanches sur ses genoux emmaillotés de hautes guêtres anglaises. Quand il rentrait dans la ville, il mettait son chapeau sur sa tête, saluant peu. Il regardait froidement le peuple, qui le lui rendait. Quand il parut pour la première fois dans le quartier Saint-Marceau, tout son succès fut ce mot d'un faubourien à son camarade. « C'est ce gros-là qui est le gouvernement. » Cet infaillible passage du roi à la même heure était donc l'événement quotidien du boulevard de l'Hôpital. Le promeneur à la redingote jaune n'était évidemment pas du quartier, et probablement pas de Paris, car il ignorait ce détail. Lorsqu'à 2 heures la voiture royale, entourée d'un escadron de gardes du corps galonnés d'argent, déboucha sur le boulevard, après avoir tourné la salpêtrière, il parut surpris et presque effrayé. Il n'y avait que lui dans la contre-allée. Il se rangea vivement derrière un angle de mur d'enceinte, ce qui n'empêcha pas monsieur le duc d'Havré de l'apercevoir. Monsieur le duc d'Havré, comme capitaine des gardes de service ce jour-là, était assis dans la voiture vis-à-vis du roi. Il dit à sa majesté « Voilà un homme d'assez mauvaise mine. » Des gens de police, qui éclairaient le passage du roi, le remarquèrent également, et l'un d'eux reçut l'ordre de le suivre. Mais l'homme s'enfonça dans les petites rues solitaires du faubourg, et comme le jour commençait à baisser, l'agent perdit sa trace, ainsi que cela est constaté par un rapport adressé le soir même à monsieur le comte Anglès, ministre d'État, préfet de police. Quand l'homme à la redingote jaune eut dépisté l'agent, il doubla le pas, non sans s'être retourné bien des fois pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. À 4h15, c'est-à-dire à la nuit close, il passait devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, où l'on donnait ce jour-là les 2 forçats. Cette affiche, éclairée par les réverbères du théâtre, le frappa, car, quoiqu'il marchât vite, il s'arrêta pour la lire. Un instant après, il était dans le cul-de-sac de la Planchette, et il entrait au Plat d'Étain, où était alors le bureau de la voiture de Lagny. Cette voiture partait à 4h30. Les chevaux étaient attelés, et les voyageurs, appelés par le cocher, escaladaient en hâte le haut escalier de fer du Coucou. L'homme demanda « Avez-vous une place ?»« Une seule, à côté de moi, sur le siège, » dit le cocher. « Je la prends. »« Montez. » Cependant, avant de partir, le cocher jeta un coup d'œil sur le costume médiocre du voyageur, sur la petitesse de son paquet, et se fit payer. « Allez-vous jusqu'à Lagny ?» demanda le cocher. « Oui, » dit l'homme. Le voyageur paya jusqu'à Lagny. On partit.
Quand on eut passé la barrière, le cocher essaya de nouer la conversation, mais le voyageur ne répondait que par monosyllabes. Le cocher prit le parti de siffler et de jurer après ses chevaux. Le cocher s'enveloppa dans son manteau. Il faisait froid. L'homme ne paraissait pas y songer. On traversa ainsi Gournay et Neuilly-sur-Marne. Vers 6 heures du soir, on était à Chelles. Le cocher s'arrêta pour laisser souffler ses chevaux, devant l'auberge à roulier installée dans les vieux bâtiments de l'abbaye royale. « Je descends ici, » dit l'homme. Il prit son paquet et son bâton et sauta à bas de la voiture. Un instant après, il avait disparu. Il n'était pas entré dans l'auberge. Quand, au bout de quelques minutes, la voiture repartit pour Lagny, elle ne le rencontra pas dans la grande rue de Chelles. Le cocher se tourna vers les voyageurs de l'intérieur. « Voilà, dit-il, un homme qui n'est pas d'ici, car je ne le connais pas. Il a l'air de n'avoir pas le sou. Cependant, il ne tient pas à l'argent. Il paye pour Lagny et il ne va que jusqu'à Chelles. Il est nuit, toutes les maisons sont fermées, il n'entre pas à l'auberge, et on ne le retrouve plus. Il s'est donc enfoncé dans la terre. » L'homme ne s'était pas enfoncé dans la terre, mais il avait arpenté en hâte dans l'obscurité la grande rue de Chelles. Puis il avait pris à gauche, avant d'arriver à l'église et au chemin vicinal qui mène à Montfermeil, comme quelqu'un qui eût connu le pays et qui y fût déjà venu. Il suivit ce chemin rapidement. À l'endroit où il est coupé par l'ancienne route bordée d'arbres qui va de Gagny à Lagny, il entendit venir des passants. Il se cacha précipitamment dans un fossé et y attendit que les gens qui passaient se fussent éloignés. La précaution était d'ailleurs presque superflue, car, comme nous l'avons déjà dit, c'était une nuit de décembre très noire. On voyait à peine 2 ou 3 étoiles au ciel. C'est à ce point-là que commence la montée de la colline. L'homme ne rentra pas dans le chemin de Montfermeil. Il prit à droite, à travers champs, et gagna à grands pas le bois. Quand il fut dans le bois, il ralentit sa marche et se mit à regarder soigneusement tous les arbres, avançant pas à pas, comme s'il cherchait et suivait une route mystérieuse connue de lui seul. Il y eut un moment où il parut se perdre et où il s'arrêta, indécis. Enfin il arriva, de tâtonnements en tâtonnements, à une clairière où il y avait un monceau de grosses pierres blanchâtres. Il se dirigea vivement vers ces pierres et les examina avec attention à travers la brume de la nuit, comme s'il les passait en revue. Un gros arbre, couvert de ces excroissances qui sont les verrues de la végétation, était à quelques pas du tas de pierres. Il alla à cet arbre et promena sa main sur l'écorce du tronc, comme s'il cherchait à reconnaître et à compter toutes les verrues. Vis-à-vis de cet arbre, qui était un frêne, il y avait un châtaignier malade d'une décortication, auquel on avait mis pour pansement une bande de zinc clouée. Il se haussa sur la pointe des pieds et toucha cette bande de zinc. Puis il piétina pendant quelque temps sur le sol, dans l'espace compris entre l'arbre et les pierres, comme quelqu'un qui s'assure que la terre n'a pas été fraîchement remuée. Cela fait, il s'orienta et reprit sa marche à travers le bois. C'était cet homme qui venait de rencontrer Cosette. En cheminant par le taillis dans la direction de Montfermeil, il avait aperçu cette petite ombre qui se mouvait avec un gémissement, qui déposait un fardeau à terre, puis le reprenait, et se remettait à marcher. Il s'était approché et avait reconnu que c'était un tout jeune enfant chargé d'un énorme seau d'eau. Alors il était allé à l'enfant et avait pris silencieusement l'anse du seau. Cosette côte à côte dans l'ombre avec l'inconnu. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas eu peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. « Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. » Cosette leva la tête et répondit. « Oui, monsieur. »« Donnez, » reprit l'homme. « Je vais vous le porter. » Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. « C'est très lourd, en effet, » dit-il entre ses dents. Puis il ajouta. « Petite, quel âge as-tu » ? 8 ans, monsieur. « Et viens-tu de loin comme cela » ? De la source qui est dans le bois. « Et est-ce loin où tu vas » ? À un bon quart d'heure d'ici. L'homme resta un moment sans parler. Puis il dit brusquement. « Tu n'as donc pas de mère » ?
Je ne sais pas. Répondit l'enfant. Avant que l'homme eût eu le temps de reprendre la parole, elle ajouta. Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. Et après un silence, elle reprit. Je crois que je n'en ai jamais eu. L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre, se pencha et mit ses 2 mains sur les 2 épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur livide du ciel. « Comment t'appelles-tu » dit l'homme. Cosette. L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Au bout d'un instant, il demanda. « Petite, où demeures-tu » ? À Montfermeil, si vous connaissez. C'est là que nous allons ? Oui, monsieur. Il fit encore une pause, puis recommença. Qui est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois ? C'est madame Thénardier. L'homme repartit d'un son de voix qu'il voulait s'efforcer de rendre indifférent, mais où il y avait pourtant un tremblement singulier. Qu'est-ce qu'elle fait, ta madame Thénardier ? C'est ma bourgeoise, dit l'enfant. Elle tient l'auberge. L'auberge ? dit l'homme. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. Nous y allons ? dit l'enfant. L'homme marchait assez vite. Cosette le suivait sans peine. Elle ne sentait plus la fatigue. De temps en temps, elle levait les yeux vers cet homme avec une sorte de tranquillité et d'abandon inexprimable. Jamais on ne lui avait appris à se tourner vers la Providence et à prier. Cependant, elle sentait en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espérance et à de la joie, et qui s'en allait vers le ciel. Quelques minutes s'écoulèrent. L'homme reprit. « Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez madame Thénardier ?»« Non, monsieur. »« Est-ce que tu es seul ?»« Oui, monsieur. » Il y eut encore une interruption. Cosette éleva la voix. « C'est-à-dire, il y a 2 petites filles. »« Quelles petites filles ?»« Ponine et Zelma. » L'enfant simplifiait de la sorte les noms romanesques chers à la Thénardier. « Qu'est-ce que c'est que Ponine et Zelma ?»« Ce sont les demoiselles de madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. »« Et que font-elles, celles-là ?»« Oh !» dit l'enfant. « Elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or, tout plein d'affaires. Elles jouent, elles s'amusent. »« Toute la journée ?»« Oui, monsieur. »« Et toi ?»« Moi, je travaille. »« Toute la journée ?» L'enfant leva ses grands yeux où il y avait une larme qu'on ne voyait pas à cause de la nuit, et répondit doucement. « Oui, monsieur. » Elle poursuivit après un intervalle de silence. « Des fois, quand j'ai fini l'ouvrage et qu'on veut bien, je m'amuse aussi. »« Comment t'amuses-tu ?»« Comme je peux. On me laisse, mais je n'ai pas beaucoup de joujoux. Ponine et Zelma ne veulent pas que je joue avec leurs poupées. Je n'ai qu'un petit sabre en plomb, pas plus long que ça. » L'enfant montrait son petit doigt. « Et qui ne coupe pas ?»« Si, monsieur. » dit l'enfant. « Ça coupe la salade et les têtes de mouche. » Ils atteignirent le village. Cosette guida l'étranger dans les rues. Ils passèrent devant la boulangerie, mais Cosette ne songea pas au pain qu'elle devait rapporter. L'homme avait cessé de lui faire des questions et gardait maintenant un silence morne. Quand ils eurent laissé l'église derrière eux, l'homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda à Cosette. « C'est donc la foire ici ?»« Non, monsieur, c'est Noël. » Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur ?»« Quoi, mon enfant ?»« Nous voilà tout près de la maison. »« Eh bien ?»« Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ?»« Pourquoi ?»« C'est que, si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. » L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargote.
désagrément de recevoir chez soi un pauvre qui est peut-être un riche. Cosette ne put s'empêcher de jeter un regard de côté à la grande poupée, toujours étalée chez le bimbelotier, puis elle frappa. La porte s'ouvrit. La Thénardier parut, une chandelle à la main. « Ah, c'est toi, petite gueuse! Dieu merci, tu y as mis le temps! Elle se sera amusée, la drôlesse! »« Madame, dit Cosette toute tremblante, voilà un monsieur qui vient loger. » La Thénardier remplaça bien vite sa mine bourrue par sa grimace aimable, changement à vue propre aux aubergistes, et chercha avidement des yeux le nouveau venu. « C'est monsieur ?» dit-elle. « Oui, madame, » répondit l'homme en portant la main à son chapeau. Les voyageurs riches ne sont pas si polis. Ce geste et l'inspection du costume et du bagage de l'étranger que la Thénardier passa en revue d'un coup d'œil firent évanouir la grimace aimable et reparaître la mine bourrue. Elle reprit sèchement. « Entrez, bonhomme. » Le bonhomme entra. La Thénardier lui jeta un second coup d'œil, examina particulièrement sa redingote qui était absolument râpée, et son chapeau qui était un peu défoncé, et consulta d'un hochement de tête, d'un froncement de nez et d'un clignement d'yeux son mari, lequel buvait toujours avec les rouliers. Le mari répondit par cette imperceptible agitation de l'index qui, appuyée du gonflement des lèvres, signifie en pareil cas débine complète. Sur ce, la Thénardier s'écria: « Ah, ça, brave homme, je suis bien fâché, mais c'est que je n'ai plus de place. »« Mettez-moi où vous voudrez, dit l'homme, au grenier, à l'écurie. Je payerai comme si j'avais une chambre. »« 40 sous. »« 40 sous, soit. »« À la bonne heure. »« 40 sous, dit un routier bas à la Thénardier. Mais ce n'est que 20 sous. »« C'est 40 sous pour lui, répliqua la Thénardier du même ton. Je ne loge pas des pauvres à moi. C'est vrai, ajouta le mari avec douceur. Ça gâte une maison d'y avoir de ce monde-là. Cependant l'homme, après avoir laissé sur un banc son paquet et son bâton, s'était assis à une table où Cosette s'était empressée de poser une bouteille de vin et un verre. Le marchand, qui avait demandé le seau d'eau, était allé lui-même le porter à son cheval. Cosette avait repris sa place sous la table de cuisine et son tricot. L'homme, qui avait à peine trempé ses lèvres dans le verre de vin qu'il s'était versé, considérait l'enfant avec une attention étrange. Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans, on lui en eût donné à peine 6. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses 2 genoux l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa peau çà et là, et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste, exprimaient et traduisaient une seule idée, la crainte. La crainte était répandue sur elle. Elle en était, pour ainsi dire, couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches, retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, et était devenue ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps, sans variation possible que d'augmenter. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Cette crainte était telle qu'en arrivant, toute mouillée comme elle était, Cosette n'avait pas osé s'aller sécher au feu et s'était remise silencieusement à son travail. L'expression du regard de cet enfant de 8 ans était habituellement si morne et parfois si tragique qu'il semblait, à de certains moments, qu'elle fût en train de devenir une idiote ou un démon. Jamais, nous l'avons dit, elle n'avait su ce que c'est que prier.
Jamais elle n'avait mis le pied dans une église. « Est-ce que j'ai le temps ?» disait la Thénardier. L'homme à la redingote jaune ne quittait pas Cosette des yeux. Tout à coup, la Thénardier s'écria: « À propos, et ce pain ?» Cosette, selon sa coutume toutes les fois que la Thénardier élevait la voix, sortit bien vite de dessous la table. Elle avait complètement oublié ce pain. Elle eut recours à l'expédient des enfants toujours effrayés. Elle mentit. « Madame, le boulanger était fermé. »« Il fallait cogner. »« J'ai cogné, madame. »« Eh bien ?»« Il n'a pas ouvert. »« Je saurai demain si c'est vrai, dit la Thénardier. Et si tu mens, tu auras une fière danse. En attendant, rends-moi la pièce 15 sous. » Cosette plongea sa main dans la poche de son tablier et devint verte. La pièce de 15 sous n'y était plus. « Ah ça, dit la Thénardier, m'as-tu entendu ?» Cosette retourna la poche, il n'y avait rien. Qu'est-ce que cet argent pouvait être devenu? La malheureuse petite ne trouva pas une parole, elle était pétrifiée. « Est-ce que tu l'as perdu la pièce 15 sous ?» râla la Thénardier. « Ou bien est-ce que tu veux me la voler ?» En même temps, elle allongea le bras vers le martinet suspendu à la cheminée. Ce geste redoutable rendit à Cosette la force de crier: « Grâce, madame, madame, je ne le ferai plus !» La Thénardier détacha le martinet. Cependant, l'homme à la redingote jaune avait fouillé dans le gousset de son gilet, sans qu'on eût remarqué ce mouvement. D'ailleurs, les autres voyageurs buvaient ou jouaient aux cartes et ne faisaient attention à rien. Cosette se pelotonnait avec angoisse dans l'angle de la cheminée, tâchant de ramasser et de dérober ses pauvres membres demi-nus. La Thénardier leva le bras. « Pardon, madame, » dit l'homme, « mais tout à l'heure j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche du tablier de cette petite et qui a roulé. C'est peut-être cela. » En même temps, il se baissa et parut chercher à terre un instant. « Justement, voici, » reprit-il en se relevant. Et il tendit une pièce d'argent à la Thénardier. « Oui, c'est cela, » dit-elle. Ce n'était pas cela, car c'était une pièce de 20 sous. Mais la Thénardier y trouvait du bénéfice. Elle mit la pièce dans sa poche et se borna à jeter un regard farouche à l'enfant en disant: « Que cela ne t'arrive plus toujours !» Cosette rentra dans ce que la Thénardier appelait sa niche, et son grand œil, fixé sur le voyageur inconnu, commença à prendre une expression qu'il n'avait jamais eue. Ce n'était encore qu'un naïf étonnement, mais une sorte de confiance stupéfaite s'y mêlait. « À propos, voulez-vous souper ?» demanda la Thénardier au voyageur. Il ne répondit pas. Il semblait songer profondément. « Qu'est-ce que c'est que cet homme-là » dit-elle entre ses dents. « C'est quelque affreux pauvre. Cela n'a pas le sou pour souper. Me payera-t-il mon logement seulement? Il est bien heureux tout de même qu'il n'ait pas eu l'idée de voler l'argent qui était à terre. » Cependant une porte s'était ouverte, et Éponine et Azelma étaient entrées. C'étaient vraiment deux jolies petites filles, plutôt bourgeoises que paysannes, très charmantes, l'une avec ses tresses châtaines bien lustrées, l'autre avec ses longues nattes noires tombant derrière le dos, toutes deux vives, propres, grasses, fraîches et saines à réjouir le regard. Elles étaient chaudement vêtues, mais avec un tel art maternel que l'épaisseur des étoffes n'ôtait rien à la coquetterie de l'ajustement. L'hiver était prévu sans que le printemps fût effacé. Ces deux petites dégageaient de la lumière. En outre, elles étaient régnantes. Dans leur toilette, dans leur gaieté, dans le bruit qu'elles faisaient, il y avait de la souveraineté. Quand elles entrèrent, la Thénardier leur dit d'un ton grondeur, qui était plein d'adoration: « Ah, vous voilà donc, vous autres !» Puis, les attirant dans ses genoux l'une après l'autre, lissant leurs cheveux, renouant leurs rubans, et les lâchant ensuite avec cette douce façon de secouer qui est propre aux mères, elle s'écria: « Sont-elles fagotées ?» Elles vinrent s'asseoir au coin du feu. Elles avaient une poupée qu'elles tournaient et retournaient sur leurs genoux avec toutes sortes de gazouillements joyeux. De temps en temps, Cosette levait les yeux de son tricot et les regardait jouer d'un air lugubre. Éponine et Azelma ne regardaient pas Cosette. C'était pour elles comme le chien. Ces trois petites filles n'avaient pas 24 ans à elles trois, et elles représentaient déjà toute la société des hommes. D'un côté l'envie, de l'autre le dédain. La poupée des sœurs Thénardier était très fanée et très vieille et toute cassée,
mais elle n'en paraissait pas moins admirable à Cosette, qui de sa vie n'avait eu une poupée, une vraie poupée, pour nous servir d'une expression que tous les enfants comprendront. Tout à coup la Thénardier, qui continuait d'aller et de venir dans la salle, s'aperçut que Cosette avait des distractions et qu'au lieu de travailler, elle s'occupait des petites qui jouaient. « Ah, je t'y prends !» cria-t-elle. « C'est comme cela que tu travailles. Je vais te faire travailler un coup de martinet, moi !» L'étranger, sans quitter sa chaise, se tourna vers la Thénardier. « Madame, dit-il en souriant d'un air presque craintif, bah, laissez-la jouer. » De la part de tout voyageur qui eût mangé une tranche de gigot et bu 2 bouteilles de vin à son souper et qui n'eût pas eu l'air d'un affreux pauvre, un pareil souhait eût été un ordre. Mais qu'un homme qui avait ce chapeau se permît d'avoir un désir, et qu'un homme qui avait cette redingote se permît d'avoir une volonté, c'est ce que la Thénardier ne crut pas devoir tolérer. Elle repartit aigrement. « Il faut qu'elle travaille, puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire. »« Qu'est-ce qu'elle fait donc ?» reprit l'étranger de cette voix douce, qui contrastait si étrangement avec ses habits de mendiant et ses épaules de portefaix. La Thénardier daigna répondre. « Des bas, s'il vous plaît. Des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas, autant dire, et qui vont tout à l'heure pieds nus. » L'homme regarda les pauvres pieds rouges de Cosette et continua. « Quand aura-t-elle fini cette paire de bas ?»« Elle en a encore au moins pour 3 ou 4 grands jours, la paresseuse. »« Et combien peut valoir cette paire de bas quand elle sera faite ?» La Thénardier lui jeta un coup d'œil méprisant. « Au moins 30 sous. »« La donneriez-vous pour 5 francs ?» reprit l'homme. « Oh, pardieu !» s'écria avec un gros rire un routier qui écoutait. « 5 francs, je crois fichtre bien. 5 balles !» Le Thénardier crut devoir prendre la parole. « Oui, monsieur, si c'est votre fantaisie, on vous donnera cette paire de bas pour 5 francs. Nous ne savons rien refuser aux voyageurs. »« Il faudrait payer tout de suite, » dit la Thénardier avec sa façon brève et péremptoire. « J'achète cette paire de bas, » répondit l'homme, et, ajouta-t-il en tirant de sa poche une pièce de 5 francs qu'il posa sur la table, « je la paye. » Puis il se tourna vers Cosette. « Maintenant ton travail est à moi. Joue, mon enfant. » Le routier fut si ému de la pièce de 5 francs qu'il laissa là son verre et accourut. « C'est pourtant vrai !» cria-t-il en l'examinant. « Une vraie route derrière, et pas fausse !» Le Thénardier approcha et mit silencieusement la pièce dans son gousset. La Thénardier n'avait rien à répliquer. Elle se mordit les lèvres et son visage prit une expression de haine. Cependant, Cosette tremblait. Elle se risqua à demander « Madame, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux jouer ?»« Joue !» dit la Thénardier d'une voix terrible. « Merci, madame !» dit Cosette. Et pendant que sa bouche remerciait la Thénardier, toute sa petite âme remerciait le voyageur. Le Thénardier s'était remis à boire. Sa femme lui dit à l'oreille « Qu'est-ce que ça peut être que cet homme jaune ?» « J'ai vu, » répondit souverainement Thénardier, « des millionnaires qui avaient des redingotes comme cela. » Cosette avait laissé là son tricot, mais elle n'était pas sortie de sa place. Cosette bougeait toujours le moins possible. Elle avait pris dans une boîte derrière elle quelques vieux chiffons et son petit sabre de plomb. Éponine et Azelma ne faisaient aucune attention à ce qui se passait. Elles venaient d'exécuter une opération fort importante. Elles s'étaient emparées du chat. Elles avaient jeté la poupée à terre, et Éponine, qui était l'aînée, emmaillotait le petit chat, malgré ses miaulements et ses contorsions, avec une foule de nippes et de guenilles rouges et bleues. Tout en faisant ce grave et difficile travail, elle disait à sa sœur dans ce doux et adorable langage des enfants dont la grâce, pareille à la splendeur de l'aile des papillons, s'en va quand on veut la fixer. « Vois-tu, ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons avec. Ce serait ma petite fille. Je serais une dame. Je viendrais te voir et tu la regarderais. Peu à peu, tu verrais ses moustaches, et cela t'étonnerait. Et puis tu verrais ses oreilles, et puis tu verrais sa queue, et cela t'étonnerait. Et tu me dirais « Oh, mon Dieu !» Et je te dirais « Oui, madame, c'est une petite fille que j'ai comme ça. Les petites filles sont comme ça à présent. » Azelma écoutait Éponine avec admiration. Cependant, les buveurs s'étaient mis à chanter une chanson obscène dont ils riaient à faire trembler le plafond. Le Thénardier les encourageait et les accompagnait.
Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec n'importe quoi. Pendant qu'Éponine et Azelma emmaillotaient le chat, Cosette de son côté avait emmailloté le sabre. Cela fait, elle l'avait couché sur son bras, et elle chantait doucement pour l'endormir. La poupée est un des plus impérieux besoins, et en même temps un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, rhabiller, enseigner, un peu gronder, bercer, dorloter, endormir, se figurer que quelque chose est quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. Tout en rêvant et tout en jasant, tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes, tout en cousant de petites robes, de petits corsages et de petites brassières, l'enfant devient jeune fille, la jeune fille devient grande fille, la grande fille devient femme. Le premier enfant continue la dernière poupée. Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi impossible qu'une femme sans enfant. Cosette s'était donc fait une poupée avec le sabre. La Thénardier, elle, s'était rapprochée de l'homme jaune. Mon mari a raison, pensait-elle. C'est peut-être monsieur Laffitte. Il y a des riches si farces. Elle vint s'accouder à sa table. Monsieur, dit-elle. À ce mot monsieur, l'homme se retourna. La Thénardier ne l'avait encore appelé que brave homme ou bonhomme. Voyez-vous, monsieur, poursuivit-elle en prenant son air douceâtre qui était encore plus fâcheux à voir que son air féroce. Je veux bien que l'enfant joue, je ne m'y oppose pas, mais c'est bon pour une fois parce que vous êtes généreux. Voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que cela travaille. Elle n'est donc pas à vous, cet enfant? Demanda l'homme. Oh mon Dieu, non, monsieur. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie comme cela, par charité. Une espèce d'enfant imbécile. Elle doit avoir de l'eau dans la tête. Elle a la tête grosse, comme vous voyez. Nous faisons pour elle ce que nous pouvons, car nous ne sommes pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà 6 mois qu'on ne nous répond plus. Il faut croire que sa mère est morte. Ah, dit l'homme, et il retomba dans sa rêverie. C'était une pas grand'chose que cette mère, ajouta la Thénardier. Elle abandonnait son enfant. Pendant toute cette conversation, Cosette, comme si un instinct l'eût averti qu'on parlait d'elle, n'avait pas quitté des yeux la Thénardier. Elle écoutait vaguement. Elle entendait çà et là quelques mots. Cependant les buveurs, tous ivres 3/4, répétaient leur refrain immonde avec un redoublement de gaieté. C'était une gaillardise de haut goût où étaient mêlés la Vierge et l'enfant Jésus. La Thénardier était allée prendre sa part des éclats de rire. Cosette, sous la table, regardait le feu qui se réverbérait dans son œil fixe. Elle s'était remise à bercer l'espèce de maillot qu'elle avait fait, et, tout en le berçant, elle chantait à voix basse. « Ma mère est morte, ma mère est morte, ma mère est morte. » Sur de nouvelles insistances de l'hôtesse, l'homme jaune, le millionnaire, consentit enfin à souper. « Que veut monsieur ?»« Du pain et du fromage, » dit l'homme. « Décidément, c'est un gueux, » pensa la Thénardier. Les ivrognes chantaient toujours leur chanson, et l'enfant, sous la table, chantait aussi la sienne. Tout à coup, Cosette s'interrompit. Elle venait de se retourner et d'apercevoir la poupée des petites Thénardier qu'elles avaient quittée pour le chat et laissée à terre à quelques pas de la table de cuisine. Alors elle laissa tomber le sabre emmailloté qui ne lui suffisait qu'à demi, puis elle promena lentement ses yeux autour de la salle. La Thénardier parlait bas à son mari et comptait de la monnaie. Ponine et Zelma jouaient avec le chat. Les voyageurs mangeaient, ou buvaient, ou chantaient. Aucun regard n'était fixé sur elle. Elle n'avait pas un moment à perdre. Elle sortit de dessous la table en rampant sur ses genoux et sur ses mains, s'assura encore une fois qu'on ne la guettait pas, puis se glissa vivement jusqu'à la poupée et la saisit. Un instant après, elle était à sa place, assise, immobile, tournée seulement de manière à faire de l'ombre sur la poupée qu'elle tenait dans ses bras. Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu'il avait toute la violence d'une volupté. Personne ne l'avait vue, excepté le voyageur qui mangeait lentement son maigre souper. Cette joie dura près d'un quart d'heure. Mais, quelque précaution que prit Cosette, elle ne s'apercevait pas qu'un des pieds de la poupée passait et que le feu de la cheminée l'éclairait très vivement.
Ce pied rose et lumineux qui sortait de l'ombre frappa subitement le regard d'Azelma qui dit à Éponine: « Tiens, ma sœur !» Les deux petites filles s'arrêtèrent, stupéfaites. Cosette avait osé prendre la poupée? Éponine se leva et, sans lâcher le chat, alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa jupe. « Mais laisse-moi donc !» dit la mère. « Qu'est-ce que tu me veux ?»« Mère, dit l'enfant, regarde donc !» Et elle désignait du doigt Cosette. Cosette, elle, tout entière aux extases de la possession, ne voyait et n'entendait plus rien. Le visage de la Thénardier prit cette expression particulière qui se compose du terrible mêlé au rien de la vie et qui a fait nommer ces sortes de femmes mégères. Cette fois, l'orgueil blessé exaspérait encore sa colère. Cosette avait franchi tous les intervalles. Cosette avait attenté à la poupée de ces demoiselles. Une tsarine qui verrait un moudjik essayer le grand cordon bleu de son impérial fils n'aurait pas une autre figure. Elle cria d'une voix que l'indignation enrouait: « Cosette !» Cosette tressaillit comme si la terre eût tremblé sous elle. Elle se retourna. « Cosette !» répéta la Thénardier. Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre avec une sorte de vénération mêlée de désespoir. Alors, sans la quitter des yeux, elle joignit les mains et, ce qui est effrayant à dire dans un enfant de cet âge, elle se les tordit. Puis, ce que n'avait pu lui arracher aucune des émotions de la journée, ni la course dans les bois, ni la pesanteur du seau d'eau, ni la perte de l'argent, ni la vue du martinet, ni même la sombre parole qu'elle avait entendu dire à la Thénardier, elle pleura. Elle éclata en sanglots. Cependant le voyageur s'était levé. « Qu'est-ce donc ?» dit-il à la Thénardier. « Vous ne voyez pas ?» dit la Thénardier en montrant du doigt le corps du délit qui gisait aux pieds de Cosette. « Eh bien quoi ?» reprit l'homme. « Cette gueuse, répondit la Thénardier, s'est permis de toucher à la poupée des enfants. »« Tout ce bruit pour cela ?» dit l'homme. « Eh bien, quand elle jouerait avec cette poupée ?»« Elle y a touché avec ses mains sales, poursuivit la Thénardier, avec ses affreuses mains. » Ici Cosette redoubla ses sanglots. « Te tairas-tu » cria la Thénardier. L'homme alla droit à la porte de la rue, l'ouvrit et sortit. Dès qu'il fut sorti, la Thénardier profita de son absence pour allonger sous la table à Cosette un grand coup de pied qui fit jeter à l'enfant les hauts cris. La porte se rouvrit, l'homme reparut, il portait dans ses deux mains la poupée fabuleuse dont nous avons parlé et que tous les marmots du village contemplaient depuis le matin, et il la posa debout devant Cosette en disant: « Tiens, c'est pour toi. » Il faut croire que, depuis plus d'une heure qu'il était là, au milieu de sa rêverie, il avait confusément remarqué cette boutique de bain-blotterie éclairée de lampions et de chandelles si splendidement qu'on l'apercevait à travers la vitre du cabaret comme une illumination. Cosette leva les yeux. Elle avait vu venir l'homme à elle avec cette poupée comme elle eût vu venir le soleil. Elle entendit ces paroles inouïes: « C'est pour toi. » Elle le regarda, elle regarda la poupée, puis elle recula lentement et s'alla cacher tout au fond, sous la table, dans le coin du mur. Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle avait l'air de ne plus oser respirer. La Thénardier, Éponine, Azelma étaient autant de statues. Les buveurs eux-mêmes s'étaient arrêtés. Il s'était fait un silence solennel dans tout le cabaret. La Thénardier, pétrifiée et muette, recommençait ses conjectures. « Qu'est-ce que c'est que ce vieux? Est-ce un pauvre? Est-ce un millionnaire? C'est peut-être les deux, c'est-à-dire un voleur. » La face du mari Thénardier offrit cette ride expressive qui accentue la figure humaine chaque fois que l'instinct dominant y apparaît avec toute sa puissance bestiale. Le gargotier considérait tour à tour la poupée et le voyageur. Il semblait flairer cet homme comme il eût flairé un sac d'argent. Cela ne dura que le temps d'un éclair. Il s'approcha de sa femme et lui dit bas: « Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises, à plat ventre devant l'homme. » Les natures grossières ont cela de commun avec les natures naïves qu'elles n'ont pas de transition. « Eh bien, Cosette, » dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, « est-ce que tu ne prends pas ta poupée ?»
Cosette se hasarda à sortir de son trou. Ma petite Cosette, reprit la Thénardier d'un air caressant, monsieur te donne une poupée, prends-la, elle est à toi. Cosette considérait la poupée merveilleuse avec une sorte de terreur. Son visage était encore inondé de larmes, mais ses yeux commençaient à s'emplir, comme le ciel au crépuscule du matin, des rayonnements étranges de la joie. Ce qu'elle éprouvait en ce moment-là était un peu pareil à ce qu'elle eût ressenti si on lui eût dit brusquement « Petite, vous êtes la reine de France ». Il lui semblait que si elle touchait à cette poupée, le tonnerre en sortirait. Ce qui était vrai jusqu'à un certain point, car elle se disait que la Thénardier gronderait et la battrait. Pourtant, l'attraction l'emporta. Elle finit par s'approcher et murmura timidement en se tournant vers la Thénardier. « Est-ce que je peux, madame ?» Aucune expression ne saurait rendre cet air à la fois désespéré, épouvanté et ravi. « Pardi, fit la Thénardier, c'est à toi, puisque monsieur te la donne. Vrai, monsieur, reprit Cosette. Est-ce que c'est vrai? C'est à moi, la dame? L'étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il semblait être à ce point d'émotion où l'on ne parle pas pour ne pas pleurer. Il fit un signe de tête à Cosette et mit la main de la dame dans sa petite main. Cosette retira vivement sa main, comme si celle de la dame la brûlait, et se mit à regarder le pavé. Nous sommes forcés d'ajouter qu'en cet instant-là, elle tirait la langue d'une façon démesurée. Tout à coup, elle se retourna et saisit la poupée avec emportement. « Je l'appellerai Catherine, dit-elle. Ce fut un moment bizarre que celui où les haillons de Cosette rencontrèrent et étreignirent les rubans et les fraîches mousselines roses de la poupée. « Madame, reprit-elle, est-ce que je peux la mettre sur une chaise? »« Oui, mon enfant, répondit la Thénardier. Maintenant, c'étaient Éponine et Azelma qui regardaient Cosette avec envie. Cosette posa Catherine sur une chaise, puis s'assit à terre devant elle, et demeura immobile, sans dire un mot, dans l'attitude de la contemplation. « Joue donc, Cosette, dit l'étranger. « Oh, je joue, répondit l'enfant. Cet étranger, cet inconnu qui avait l'air d'une visite que la Providence faisait à Cosette, était en ce moment-là ce que la Thénardier haïssait le plus au monde. Pourtant il fallait se contraindre. C'était plus d'émotion qu'elle n'en pouvait supporter, si habituée qu'elle fût à la dissimulation par la copie qu'elle tâchait de faire de son mari dans toutes ses actions. Elle se hâta d'envoyer ses filles coucher, puis elle demanda à l'homme jaune la permission d'y envoyer aussi Cosette, qui a bien fatigué aujourd'hui, ajouta-t-elle d'un air maternel. Cosette s'alla coucher, emportant Catherine entre ses bras. La Thénardier allait de temps à autre à l'autre bout de la salle où était son homme, pour se soulager l'âme, disait-elle. Elle échangeait avec son mari quelques paroles d'autant plus furieuses qu'elle n'osait les dire haut.